La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est spéciale. Elle est spéciale d'une part par son format, elle dure 1 heure, c'est une première sur la chaîne. Elle est spéciale aussi par son sujet. Elle est spéciale aussi parce que je suis accompagnée de quelqu'un de spécial, c'est mon ami Stéphane. Stéphane et moi, on partage plusieurs points communs, mais il y en a 2 qui nous réunissent dans le sujet de cette vidéo. Le premier point commun, et j'aurais jamais pensé qu'on se rejoindrait là-dessus, c'est qu'on a tous les deux eu 2 gros accidents de la vie qui ont eu un fort impact sur notre vie, et évidemment sur notre vie amoureuse. Le deuxième point commun, c'est qu'on est balèze, et qu'on a géré ça comme des balèzes. Dans cet échange très personnel, Stéphane et moi on fait les parallèles entre justement les situations qu'on a vécues à la fois de manière très différente et à la fois de manière très similaire dans notre vie personnelle et surtout amoureuse. Cette résilience qui nous a permis de sortir grandis de ces 2 grosses étapes, c'est vraiment quelque chose qui se développe, la plupart du temps dans l'adversité, et aussi qui s'apprend. Si tout va bien pour toi aujourd'hui, premièrement savoure-le. Deuxièmement, je te souhaite vraiment que ça continue. Et troisièmement, comme on n'attend pas d'avoir un problème pour le régler et que la résilience c'est vraiment un état d'esprit qui se muscle au quotidien, j'espère que ces échanges pourront, à toi comme à tes proches, à qui je t'encourage fortement à partager cette vidéo, vous donner suffisamment à manger pour améliorer votre résilience et mieux faire face aux petits, aux moyens et aux gros tracas de la vie. Donc toi, t'as eu un accident. Oui. En mars, c'est ça? Le 11 mars. Le 11 mars. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Accident de 2 roues. Je me suis encastré sous une voiture. Et j'ai aucun souvenir de l'accident. Et je me suis réveillé quelques jours après. Vraiment longtemps après, 15 jours après. Oui, quelques jours après quand même. Sur un lit d'hôpital. Avec la mâchoire bloquée, respirateur par la traque. C'est pas moi qui respirais, c'était la machine qui me faisait respirer. Je pouvais pas bouger, j'étais sur le dos. Et la sensation, c'est prisonnier dans ton corps. Donc tu penses, ok, ta capacité de penser petit à petit qui revient. Il y avait du coma, donc il y avait pas mal de fractures, il y avait je crois 14 fractures, pneumothorax, etc. Pas la possibilité de communiquer par la parole, parce qu'avec la trachéo tu peux pas parler. Ouais. Et tu respires effectivement à travers une machine, donc t'es nourri par des sondes, t'es complètement presque en régression, stade embryonnaire dans le ventre de ta mère, c'est un peu ça quoi. Avec la possibilité de communiquer à l'extérieur, mais par le regard, et j'avais la main gauche qui fonctionnait, donc je pouvais écrire de la main gauche sur un tableau. Quand tu es droitier, c'est compliqué, surtout quand tu as l'habitude de communiquer, c'est compliqué sur un petit truc comme ça, d'écrire tout ce que tu as envie de passer comme message aux autres. Donc il y a beaucoup d'impatience, d'énervement, d'agacement, parce que ça ne fonctionne pas. Et mais là, toi, à ce moment-là, tu réalises pas, en fait. Tu vois, on te dit, bah, t'es passé à côté de la mort, mais toi, en fait, tu t'en rends pas trop compte à ce moment-là. Non, c'est comme un blackout, et derrière, c'est comme un rêve. Tu te rappelles pas de ton rêve, et on te dit, bah ouais, t'as failli mourir. Et bon, plusieurs personnes te le disent, donc au bout d'un moment, ouais, tu crois, quoi. Enfin, ouais, tu crois. Ouais. Et puis tu vois les émotions des gens qui viennent te voir, et tu sens qu'il y avait un truc qui était fort. Et ils l'ont pas vécu de la même façon que toi. Bah ouais. Et ouais, à un moment, tu désespères parce que tu n'arrives pas à dormir. Donc tu dis, bon, ok, stop, on arrête là. C'est bien, c'est bon. Et donc tu dis, bon, je vais mourir. Et là, donc, je ne sais pas si c'est un délire autre, mais en tout cas là, lumière verte, assez verte, claire. Et en gros, tu te prends un vent, mais un putain de non, t'as pas le droit d'y aller. Retourne à la maison. Retourne, dégage. Non, c'est interdit. Toi, c'est interdit, t'as pas le droit. Et donc, ça te fout. T'as pas vu Gandalf? Pas assez. Non, c'est un mur, c'est une tarte, un uppercut, non. Et donc, je reviens avec cette idée-là qui est de dire, ok, donc je vais vivre. Donc, il y a des choses que je dois faire. Parce que si on m'interdit, c'est que par déduction, je dois vivre des trucs. Donc je vais les vivre ces trucs. Et ça te met une énergie de malade qui est ok, vous voulez que je sois en vie? Bah je vais y aller. Je vais y aller, je vais vivre. On va plus faire les choses à moitié maintenant. Et on va plus faire les choses à moitié. Ouais. On va plus dire les choses à moitié, on va plus faire les choses à moitié.
Ce qui fait que c'est heurtant quand même. Ouais. Ça peut être heurtant par rapport aux autres. Attends, pour toi ou pour les autres justement? Pour les autres. Pour moi, ça n'a pas été heurtant. Ça a été de dire, ok, il n'y a plus de filtre. Et ça, comment tu t'es senti ne plus avoir de filtre? Ça a mis un peu de temps après. Mais au départ, ce que je me suis dit, c'est tout ce que j'ai pas dit, que je devais dire, que j'avais pas osé dire, ou que j'avais. Voilà. J'y vais. Je dis les choses. Honnêteté radicale. Ouais. Dévoilement, honnêteté. En tout cas, il y a un truc qui est là et tu dis. Donc ça peut être surprenant quand les gens je suis pas du genre à garder ma langue dans ma poche, mais c'est quand même, ça peut être un vrai changement, quoi. Une perception différente. Moi c'était en mars, mais toi, c'était il y a 2 ans. Oui. Et je m'en rappelle. Tu te rappelles? Ouais. Tu vois, c'est même une émotion parce que je me rappelle. Comment c'était pour toi? Comment tu l'as vécu? Bah ouais, moi il y a 2 ans, donc j'ai découvert par très beau monsieur. Bon, et un peu pas frais. Un peu pas frais, mais il est investimentaire audacieux. J'aime bien. Enfin, j'aime bien. Classe. Et donc voilà, en fait, j'ai eu une douleur dans la nuit. J'ai eu mal au niveau du cœur, donc je croyais que j'ai eu peur que ce soit un problème de cœur, même si j'ai jamais eu aucun antécédent ni rien en fait, donc je comprenais pas, mais c'était une douleur que j'avais jamais ressentie. Et voilà, il se trouve que je dormais chez mes parents à ce moment-là, donc je fais la petite oui, j'ai un problème. Et donc voilà, donc effectivement, ça fait tout drôle quand les examens que tu vas faire, ok, tu vas chez le médecin, d'accord, je vais vous envoyer faire des radios, d'accord, on va vous envoyer au centre de traitement contre le cancer, d'accord, ok, qu'est-ce que je fous là? Et en fait, ouais, c'est ça. Ça doit dissocier un peu, non? Ma toute première réaction, évidemment, ça m'a pas fait plaisir, mais ma toute première réaction, ça a été un challenge. C'est top ça, hein? Et top, hein. en fait, ce qui est fou, c'est que genre 2 mois plus tôt, j'étais en stage avec Franck Lobvé là, et donc lui, il avait fait 1 ou 2 AVC. Je venais d'entendre parler de je sais plus qui et je sais plus qui d'autre, enfin pareil, qui avait eu des gros problèmes de santé. Et à ce stage, j'étais à côté d'une femme, pareil, qui avait eu je sais pas combien de cancers. Ses cheveux avaient du mal à repousser et tout. Et cette femme, c'était tellement le cadeau du stage. Karine, elle était d'une lumière. Et on parlait de ce genre de choses-là au stage. Et moi, j'ai posé la question à Franck. Je lui ai dit, mais ça donnerait presque envie d'avoir une merde pour devenir en fait aussi pour tout ce dont tu peux bénéficier quand tu traverses ça, quoi. L'apprentissage. Et du coup, c'était mon tour. Donc en fait, c'est la première réaction que j'ai eue. Presque tu l'as programmé, on pourrait dire. Presque je l'ai programmé. En tout cas, on peut pas dire que j'étais pas prête du coup, parce que j'étais ok, vas-y, on y va. Bon, quand même, après j'ai eu mon petit flip. Ouais, j'imagine. Et même si évidemment c'est complètement irrationnel, le soir, je me suis vue, j'étais ça se trouve c'est ma dernière nuit. Et ça fait tout drôle. En plus, moi, j'ai pas, genre, la peur de mourir, tout ça, c'est pas des trucs avec lesquels je vis. Des gens, oui, mais moi, non. Et donc, du coup, ça fait tout drôle. Et en plus, c'est marrant parce que nos échanges ont fortement participé à une de mes expériences. Puisque toi, tu m'avais dit, moi, j'ai eu ma maman et ma tante qui ont eu un cancer du sein. Il y en a une qui a survécu et une autre pas. Et en fait, c'est ta tante, je crois, qui est partie. Et tu m'avais dit que elle, de base, elle avait baissé les bras, en fait. Il y avait quelque chose à un moment où il y avait quelque chose, une perception comme ça où il n'y avait pas cette énergie de. C'était différent parce que c'était une personne qui baissait pas les bras. Et à un moment, j'ai senti quelque chose de différent. Ouais. Mais pas tout de suite.
un peu plus tard. Ouais, mais en fait, moi quand tu m'as dit ça, enfin là on était déjà un petit peu plus tard si tu veux, mais moi je me suis dit ok, ben ça fait quoi de baisser les bras en fait? Vas-y, si ça se trouve c'est fini. J'aurais pas de maison, j'aurais pas de cheval. Et puis en fait, ça se trouve je partirais avant mon chat, Wow. tu vois. Et ça c'était mort. Ouais. Mais effectivement, j'ai eu une soirée où je me suis dit bon en fait ok, on s'arrête là quoi, un peu ok, on abandonne, c'est fini. En fait, il y aura pas de suite. Il y aura pas de suite, tes rêves, tout ça, non. C'est badant quand même. C'est un truc qui est difficile à vivre, hein, parce que c'est badant, mais c'est badant pendant plusieurs minutes. Oui. Voire heures. Ouais. Et c'est pas juste une idée qui te traverse l'esprit c'est pas juste une idée, hein, ça vient de prendre un petit moment. Hein. Ouais, j'ai eu ça aussi à l'hôpital. Ouais. Et moi, je me suis vraiment vue renoncer à tous mes rêves, effectivement, voilà, d'avoir des chevaux, d'aller nager avec les baleines, tu vois. Mais le truc de... Moi, mon chat, c'est ma créature préférée sur Terre. Et je sais qu'il partira avant moi, en fait. Et déjà ça me déprime depuis le jour où je connais mon chat. Et j'ai déjà du mal à vivre avec ça en général. Et là, en fait, je me suis dit, mais non, c'est mort, je peux pas partir avant lui et de moi-même raccourcir mon expérience avec mon chat, quoi. Ton chat. Donc ton chat t'a donné l'impulsion. Ben ouais. Clairement, ouais. Ouais, en plus, j'ai envie de pleurer. En plus, c'est trop mignon parce que ça, je crois, il le faisait pas avant. Mais je crois à partir de ce moment-là, en fait, il a commencé vraiment à venir se mettre sur moi, en fait. Et ça, j'ai pas le souvenir qu'il l'ait fait avant. Je sais pas s'il le fait depuis, tu vois, j'ai peut-être pas fait attention avant, mais pour moi, c'était assez nouveau. Et ça m'a vraiment fait quelque chose qui vienne vraiment se coller là, quoi. Ouais. Contact. Ouais. Contact de la vie. Ouais. Ouais, depuis, c'est... Ouais. La fille, c'est difficile de décrocher, c'est devenu une écharpe. Ah oui. Ouais. Essaie d'expliquer aux gens ce qui vient créer cette résilience, ou comment, à un moment, il y a des gens qui créent une résilience. Donc tu vois, ce switch entre ça va pas le faire, j'arrête, et je repars. Là, tu parles de ton chat, mais si tu devais donner un conseil aux gens sur comment on peut construire une résilience, tu le ferais comment, toi ? Moi, je passe beaucoup par le challenge, justement. Genre, ok, à nous deux, on va voir qui c'est qui gagne, quoi. Ouais, donc... Vas-y, je vais mettre les bouchées doubles. Ouais. Mais parce que je sais que j'ai quelque chose à en obtenir. D'accord. Parce que moi, mais c'est vraiment un truc que j'ai développé, et là-dessus, je trouve que c'est vraiment une de mes forces aujourd'hui. Je trouve que je suis quelqu'un de très résilient. Moi, les trucs de merde, pour le coup, je suis fière aujourd'hui de dire que j'en ai tiré des vraies leçons, des vrais apprentissages qui m'ont servi, mais parce que je les ai pris comme des opportunités. Tu marches dessus et tu t'essuies et t'avances. En gros. Et du coup, en fait, pour moi, cette maladie-là, en fait, c'était pas une option. C'était ok, on va voir quel cadeau je vais avoir à la fin. Enfin, c'était tout de suite, je me suis câblée là-dessus. Je me suis dit, ah cool, je vais avoir plein de cadeaux. Ouais, c'est chouette. Donc, du coup, je les ai cherchés, je les ai créés, et puis du coup, effectivement, j'en ai eu plein. T'en as eu plein, ouais. Et ce serait à refaire, évidemment, je le refais, quoi. À fond. À fond. Ah ouais, à fond. Et je pense que tu es passé par des moments difficiles, la chimio et autres. Ouais. Comment tu peux rester à fond, sachant que tu peux être un peu amoindri, impacté, douleur physiquement? Comment tu restais à fond? Eh bien, grâce au déni. non mais vraiment. Déni. Mais oui. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, mais même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait. Je me suis blindée. Ah. Je me suis blindée. Oui, à un moment, il faut y aller. On trace, là, c'est une question de survie. Et donc, du coup, j'ai remarqué qu'effectivement, j'ai fait un gros déni d'émotions sur pas mal de choses. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, je me suis rasé la tête, du coup, j'ai réalisé 1 mois et demi après, mais genre réalisé,
Ok, j'ai perdu mes cheveux, mais j'ai pas juste perdu mes cheveux. En fait, il y a une partie de moi qui est morte là, tu vois. Et ça, c'est un vrai deuil. Un vrai deuil. C'est ça. Oui, c'est parti, ça c'est terminé. Est-ce que ça fait partie de la résilience pour toi? Bah oui. Comment? Bah parce que quand tu as un choc, quel qu'il soit, une étape de vie, il y a forcément un truc qui se modifie, qui se termine. Toi, tel que tu te connaissais, c'est fini. C'est passé. Et donc tu dois bien laisser partir ces repères-là pour en construire des nouveaux. Mais alors, et c'est là que tu es confronté à ta perte de repères. Je me dis, moi en fait, j'ai tout construit, ma sensualité et ta féminité. Ma féminité, j'ai tout construit sur mes cheveux. Sur tes cheveux. Et là, je n'ai plus mes cheveux et pour moi, j'ai perdu mes cheveux. J'ai tout perdu. Ouais. Mais tout perdu. Donc ça a été hyper dur. Et je me suis dit, mais putain, en fait, plus personne va m'aimer. Ce qui est évidemment est pas vrai. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'effectivement, j'avais tout mis là-dessus et que en fait, j'enlevais ça. Bah moi, il restait plus rien. Il n'y avait plus aucune raison de m'aimer. Et réaliser ça a été hyper dur, hyper triste. Je me suis rendu compte que mais en fait, je croyais que je m'aimais, mais en fait, que dalle. T'aimais tes cheveux? En fait, ouais. C'est ça, c'était un masque en fait. C'est un bon début. Ouais, ça fait une partie. Mais effectivement, me rendre compte en fait, là où moi je croyais que je commençais à être pas mal en estime de moi et tout, et là je dis oui d'accord, en fait non, il y a encore un peu de boulot quoi. Il y a un gap. Il y a un gap, ouais, c'est ça. Challenge. Challenge. Ouais. Et justement, toi, avant d'avoir ton accident, tu t'étais séparé quelques mois avant. Et donc là, tu avais rencontré quelqu'un, tu commençais une nouvelle relation. Ouais. Donc comment ça s'est passé là-dessus? Ce que tu disais sur l'ancien toi et le nouveau, ça change fondamentalement la relation parce que t'es plus le même, t'es plus la même personne. Et donc ça change la relation et l'autre te reconnaît pas forcément. Et du coup ça décale beaucoup de choses. Jusqu'à ce que ça puisse se terminer en fait. Parce que ce qui se passe dans ces moments-là, c'est l'autre te découvre vulnérable, impatient, peut-être même autoritaire. Tu vois, parce qu'à un moment, comme tu disais, tu traces, tu es dans ton challenge, tu veux t'en sortir. Ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Ouais. Donc il y a une manière d'être qui change. Et la personne était plus en adéquation avec l'ancien toi. Ouais. Qui ne sera plus. Oui, et puis en plus, j'imagine que toi-même, tu te découvres comme ça dans ce moment-là. Oui. Vous découvrez... Attends. Vous découvrez Stéphane de l'accident tous les deux, en fait. Oui, d'une manière différente. Oui. Parce que n'ayant pas la possibilité de communiquer comme d'habitude pour le dialogue, etc., il y a quelque chose où tu as envie de faire passer plein de choses, mais tu n'y arrives pas. L'autre ne comprend pas, donc tu t'énerves. Tes besoins changent. Comme tu es beaucoup plus vulnérable et fragile, je parlais du stade embryonnaire, parce que tu es nourri, sonde, machin, etc. Quand c'est un respirateur qui te fait respirer, il y a eu des moments où le respirateur était déconnecté, on le reconnectait le soir. Il y a eu un soir par exemple où ce respirateur il a mis 20 ou 30 secondes à démarrer. Donc j'étais en apnée. Et c'est hyper anxiogène parce que je me dis ça y est, je vais mourir. Et je disais il y a un problème, et juste avec la main parce que je pouvais pas parler. Et non, il n'y a pas de problème, on a branché. Et tu peux pas parce qu'en plus t'as la bouche qui est bloquée. Et ouais. Attends. Ouais. Et donc t'as la bouche qui est bloquée. Et donc des moments comme ça où tu passes à côté, où tu crois passer à côté de la mort. Ouais, oui. Tu crois passer à côté de la mort, mais tu sens que c'est chaud, c'est des moments hyper anxiogènes,
tu as besoin de sécurité. Et comme tu es dans un lit, le contact n'est pas le même. Tu sais, tu parlais de ton chat tout à l'heure. Ouais. Le fait que viennent te rassurer, les gens ne peuvent pas vraiment te toucher. Donc là, le contact humain n'est pas le même et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Tu es dans une bulle, tu es isolé, quoi. Et tu as besoin de contact. Alors c'est pas l'infirmière qui vient te retourner pour te laver ou autre, le contact génial, quoi. Mais il y a un contact humain qui manque. Du coup ça change complètement la relation, quoi. Et, la relation avec cette femme-là, donc... ça change complètement tout basculé en fait. Pour moi ça a basculé plein de choses. Et ce qui est difficile, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois, l'effet de la résilience, c'est que tu compares avec le passé ou tu restes dans le passé. Je dirais même tu restes dans le pas assez. Tu vois, tu voudrais revenir en arrière en disant ouais, machine à remonter le temps, je reviens avant mon accident, comme ça, tout va bien. Et non, tu peux pas. Et donc si tu n'acceptes pas que ça a bougé, et j'ai vu chez d'autres personnes à l'hôpital, tu n'avances plus. Et c'est vraiment pouvoir accepter ce qui est là, rapidement, pour que tu puisses créer quelque chose de nouveau. Tant que tu n'acceptes pas, tu ne crées pas. Tant que tu ne crées pas, tu te fais du mal, et comme tu te fais du mal, tu ne progresses pas. C'est extrêmement difficile, hein, par contre. Et donc, voilà, tu étais avec donc, cette femme depuis quoi? Depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines, quelques mois. Tu étais hyper amoureux. Et puis, il y a cet accident, il y a ce que ça change chez toi, ce que ça change dans votre relation. Et puis surtout, le fait que la relation s'est arrêtée. Un peu en plein milieu de ta rééducation et tout ça. Enfin, je ne suis pas encore rééduqué, donc oui. Une partie mais en tout cas, dans un moment où tu te dis, merde, putain, en plus, ça se termine, quoi. Tu peux dire double effet qui se coule. Double effet qui se coule, ouais. Et double effet qui se coule, et en même temps, comme j'ai changé, comme je suis plus le même, tu peux aussi voir que la personne en face connaît quelqu'un, découvre quelqu'un d'autre. Et c'est ça un peu, tu vois, ce côté impermanent. C'est-à-dire qu'on veut une relation qui dure, qu'on cristallise, et c'est impossible à faire. Parce que chaque jour, tout change. Et c'est accepter que ça change. Et comment toi, t'as fait justement pour accepter ça? Parce que effectivement, tu te dis, putain, je sais même pas si je vais pouvoir remarcher. Tu te parlais tout à l'heure, hors caméra, de retrouver ta voix, etc. Toi, physiquement, tu vois, t'avais... C'était après, mais... Au départ, il y a effectivement des phénomènes d'accidents graves où tu vas par étapes, tu retrouves, comme je te disais, au départ tu es au stade embryonnaire, et puis à un moment on te débranche, tu commences à manger. D'abord tu apprends à respirer, tu apprends à déglutir, tu apprends à mâcher, tu peux pas mâcher trop fort parce que fracture de la mâchoire, donc attention, donc c'est beaucoup liquide au départ. Tu apprends à déglutir, c'est-à-dire juste pour pas que ça aille au mauvais endroit. C'est plein d'apprentissage. Donc t'es content d'avancer très vite, parce que j'ai avancé très vite là-dessus. Et jusqu'à ce qu'à un moment, on t'enlève la traque, on te met une canule, tu commences à parler. Dark Vador. Et après on te l'enlève et tu reparles. Donc tu reprends des choses petit à petit et tu remets des bases, quoi. Et c'est un peu le stade du développement de l'enfant, hein. Tu vois, tu apprends à respirer, couper le cordon ombilical, après tu apprends à manger. D'abord c'est liquide, après c'est solide, et après tu réapprends à parler et autres. C'est un chemin assez identique. Et comment t'as vécu justement que cette relation se termine? Déjà, de base, et en plus dans un moment comme celui-là. Il y a toujours une non-acceptation, une colère qui peut être là. De dire, je comprends pas, t'en veux à la vie en fait. Ouais. Tu vois, tu te dis, s'il n'y avait pas eu cet accident, ça resterait. Ouais. Donc t'en veux à la vie, et puis après tu te dis, ok, comme l'accident, comme je te dis, ce qui fait que la résilience est là, c'est l'acceptation rapide de ce qui est là. Ouais, mais ça justement, selon ce que tu dois laisser partir, c'est un peu chaud quand même d'accepter un truc qui te vole presque tous les... Oui,
les privilèges et les joies que tu avais en fait à ce moment-là. Mais dans ces moments-là, tu as au moins deux possibilités. C'est une, soit tu te positionnes en victime de c'est la faute de la vie, fais chier, machin, bidule. Ouais. Ok. En général, quand tu te positionnes en victime, ça va pas très loin. Ça va pas très loin. Ouais. Enfin, tu bouges pas, quoi. Ouais. Ou tu te positionnes en acteur qui est de dire ok, d'accord, chacun fait ses choix et puis la personne est libre et donc comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour passer par là, accepter? Et il y a une dissociation qui m'est venue pendant une nuit d'insomnie qui était ce que j'ai vécu, j'ai senti de l'amour. J'ai aimé, j'ai investi et ça a été investi à l'intérieur de moi. Donc être aimé et aimé. Et on a tendance à l'associer à une personne et se dire que si la personne n'est plus là, un peu comme tes cheveux, si c'est plus là, tu n'y as plus droit. Et non. Non, parce qu'en fait, c'est une étape de t'as été nourri d'amour et t'as été aimé. Et la personne s'est investie et a fait plein de choses et c'était génial. Et en même temps, elle a la liberté et de dire mais ok, mais t'as aussi la liberté de dire mais c'est pas que cette personne qui peut m'apporter ça. Ce que j'ai envie, c'est d'aimer et d'être aimé. Donc si c'est pas avec elle, t'élargis. Tu peux te dire bah t'as toujours la chance et la possibilité de pouvoir le vivre avec quelqu'un d'autre. Donc toi, là où on pourrait se dire bah merde, j'ai cette relation et puis je misais mon avenir un peu dessus, voir tout, voilà, c'est ça. Toi, tu t'es dit ok, en fait, dans l'absolu, l'expérience que je veux vivre, c'est aimer et être aimé. Et en fait, je peux le vivre cet amour sous plein de formes différentes, quelle que soit la relation que j'ai et les personnes avec qui je suis en relation. Exactement, et puis d'intensité différente. Ce qui est difficile dans une rupture, ce que j'entends, c'est on est persuadé que c'est la personne de sa vie. Oui, c'est une personne dans sa vie, mais c'est pas la personne. Parce qu'on n'a pas vécu toute notre vie. C'est-à-dire que je pense qu'on peut se le dire, comme certains le disent, 2-3 minutes avant de mourir, quand tu as conscience que tu vas mourir, de se dire c'était qui la personne la plus importante dans ma vie. Et là, tu peux dire que c'était la personne de ta vie, pas avant. Moi, j'aime bien dire qu'effectivement, il n'y a pas la bonne personne. Par contre, il y a la bonne personne pour ce moment. Exactement. À un moment donné, la personne a été là. Elle t'a fait expérimenter des choses. Elle t'a fait traverser des choses. Et c'est pas quand on est heureux qu'on apprend. On peut aussi. On peut aussi. Mais bizarrement, c'est quand on se prend des gamelles qu'on regarde pourquoi on se prend une gamelle et qu'on apprend. Oui. Mais moi, perso, maintenant, je considère que je me suis pris suffisamment de gamelles. Et c'est ça, en fait, aussi, ce que j'ai compris. C'est parce que moi, je vois que, ah, cool, une grosse merde, et bah, vas-y, on va faire de la magie avec ça. Ok, attends, est-ce qu'on peut faire de la magie avec autre chose qu'avec des grosses merdes? Parce qu'en attendant, ces trucs-là, faut se les taper. Oui, parce que t'es en train de dire... bon, à un moment, ça va. T'es en train de dire qu'il ne s'agit pas d'apprendre des grosses merdes et arrêter de nous envoyer des grosses merdes pour pouvoir apprendre, quoi. Bah ouais, parce que du coup, le danger avec ça, c'est que, et moi je me suis vue là-dedans, hein, c'est ah cool, un gros truc costaud, et bah vas-y, on va faire des trucs super avec. Mais moi, avec ce fonctionnement-là, je suis capable de demander un autre cancer en fait. Hein. Donc, ou tu vois, et d'ailleurs, enfin, je suis capable de demander un autre truc qui me fait souffrir pour faire l'expérience de le dépasser et faire cet apprentissage-là. Et là, c'est le truc que j'ai décidé cet été. Je savais que je voulais décider ça, mais en fait, ça se mettait pas dans le corps. Et là, cet été, c'est ok, maintenant, je vais continuer à évoluer, mais en me marrant, avec du fun, avec plein de relations, mais sur un autre registre. Sans qu'il y ait besoin de grosses choses. Bah oui, parce que sinon, ça donne un bénéfice secondaire à la souffrance. Ouais. Et donc du coup tu gardes la souffrance parce qu'au moins tu apprends des trucs, enfin bon, au moins ça va, on a assez donné. C'est quoi le secret que tu as toi et que tu peux donner aux gens sur comment j'apprends dans le bonheur ou dans le fait que ça aille bien? Qu'est-ce qui est nécessaire de changer au quotidien? Bah
ça fait pas très longtemps moi que j'ai pris cette décision-là, donc, mais je suis en train de voir que par contre ça marche. Alors après, j'ai pas assez de recul. Ouais. Par contre, ça a été quand j'ai fait mon stage de danse là justement. En fait, moi ça a été, ok, non, c'est bon, mais ras-le-bol en fait. Et c'est vrai que des fois c'est une décision. Par contre, avant que tu arrives au point en toi où tu peux faire cette décision, où elle est vraiment, où c'est une décision qui est hyper profonde, il a fallu que je reste un moment avec cette décision à prendre comme ça dans ma tête pour qu'un jour, ok, là ça s'intègre. Et là je vois le petit chemin que j'ai parcouru depuis que je considère que cette décision s'intègre. Bah oui, je traverse des émotions, des transformations, etc. Mais de manière vachement plus ludique. Ouais. Avec les outils que j'ai développés, en tant que thérapeute, là je commence vraiment à utiliser mes propres outils. Et aussi parce que j'ai développé des relations vraiment saines, des amitiés, etc. qui me permettent aussi d'en parler avec un peu plus de légèreté. Quand tu me dis ça, moi je pensais aussi à quelque chose autour de quand on trace le challenge et l'objectif. Tu perds tes cheveux. Et qu'est-ce qui se passe dans ta façon de voir une relation amoureuse? Déjà, moi de base j'ai eu ce diagnostic qui m'a fait... En fait, c'est même ce qui a été le plus dur. Parce que c'était 1 an et demi après une rupture déjà. Et je commençais justement à me dire ah cool, je commençais même à avoir quelqu'un et tout. Bon, ça n'avait pas duré, mais voilà, je retrouvais vraiment de la joie en fait, et je m'étais dit cool, là je me sens enfin prête pour avoir une relation plus saine et tout. Et là, non. Parce que quand tu as ton diagnostic, tu te dis non, en fait, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça se trouve, je vais rester au lit pendant 6 mois, je vais faire une chimio, qu'est-ce qui va se passer? Incertitude totale, comment tu vas payer ton loyer, tu ne sais pas. Et voilà. Et en fait, je suis joyeuse, je suis bien, je suis dans un élan cool. En plus, voilà, il y avait un gars qui me plaisait, mais je savais pas si j'avais envie de faire quelque chose avec lui, mais je voyais que voilà, on apprenait à se connaître et tout. Mais j'étais pas sûre. Et en fait, donc j'ai eu mon diagnostic, et là je me suis dit ok, écoute, c'est mort, t'auras pas de mec là pendant au moins 1 an, parce que tu vas être 1 an en traitement, tu vas peut-être perdre tes cheveux, donc le temps qu'ils repoussent, etc. Je fais une croix sur ma vie amoureuse pendant 2 ans, il ne se passera rien. Donc, et ça c'est la rage, parce que tu te dis putain, j'étais dans une bonne vibe, et là coupure, mais coupure d'élan total. Et ça, en plus, déjà c'est un truc important pour moi à la base, mais ouais, là les boules. Ouais, c'est chaud. Et puis ce gars-là, à un moment, voilà, on se prend des nouvelles parce qu'on se parlait pas énormément. Et puis on parle de ses relations et tout. Il me dit mais alors, et toi, t'en es où niveau mec, tout ça. Écoute, moi je viens d'apprendre que j'ai un cancer, donc les mecs c'est mort en fait, voilà, clairement. Et je lui dis d'ailleurs voilà, je viens à Paris là, je peux dormir chez toi, machin, tout ça. Et en fait, au moment où je suis venue dormir chez lui, c'est là où je venais juste de me raser la tête, parce que en fait effectivement mes cheveux commençaient à tomber. Et c'est là qu'on est tordu. Parce qu'en fait, il est venu me dire bonjour. Et moi je dis en fait je le kiffe. Et c'est là que en fait le truc, j'ai déclenché ce truc de putain, en fait ouais, j'aimerais bien vivre une histoire avec cet homme, avec ce mec là, avec qui on s'entend hyper bien et tout. Et donc je me dis pile au moment où je lui ai dit la semaine d'avant que c'était mort, et que moi je me dis de toute façon c'est mort, et donc voilà. Et en fait, je me suis un peu fait surprendre par ça. Je me suis dit, Galou, t'as vraiment un truc de sabotage, parce que voilà, tout de suite tu te mets à kiffer un mec alors que c'est, y a pas moyen. Comme par hasard. Ça, on ne sait pas.
Non, mais en tout cas, moi je me suis dit, putain, ce truc se déclenche quand même au moment où moi je décide que ce sera pas possible. Donc tu vois, je reste aussi dans un truc où ça peut pas se passer, quoi. Et voilà, et en fait, pendant toute ma chimio, ça a été le sujet de putain, mais en fait, je kiffe ce mec, mais c'est mort, j'ai plus de cheveux. Et j'ai même pas encore terminé de perdre mes cheveux parce que je suis en pleine chimio, donc ça va tout tomber, je vais plus avoir de cils et de sourcils, enfin tu vois, Et en fait ça a été hyper dur parce que tu sais, j'ai essayé d'envoyer des petites perches et tout et je voyais que ça prenait pas et donc je savais pas si c'était à cause de ça ou pas. Je me sens tellement pas séduisante, en plus je me sens complètement toxique dans mon corps parce que je suis blindée de médocs. Oui. Et ça a vraiment changé mon rapport au corps aussi. Je me suis sentie vraiment toxique dans mon sang. Parce qu'en plus, j'ai pas réalisé, mais en fait, la chimio, ça m'a fait un coup dur quand j'ai vraiment réalisé ce truc. Je m'étais pas posé la question avant, mais en fait, t'as un... ouais, c'est ça, moi, il était là. Et en fait, c'est une piqûre qu'on vient de faire là, mais parce que en fait, t'as un tuyau qui vient là et qui vient de te mettre dans une artère là. Et donc voilà, et donc en fait c'est vraiment une perfusion, le médicament qui vient dans ton sang. Et ça m'a fait pousser. Et ouais, moi quand j'ai réalisé ça, j'ai trouvé ça vertigineux quoi. Et ouais, tout le rapport au corps change quoi. Donc clairement c'est pas le moment en fait, tu te sens vraiment pas dans la séduction, pas envie d'être touchée, pas envie de rien. Et pourtant je suis là, en fait je suis amoureuse de ce gars. Enfin, je suis amoureuse, je sais pas, mais en tout cas, il y a un vrai élan. Et donc voilà. Et à un moment, j'ai fini par lui dire, parce que je voyais que ça me torturait trop l'esprit, parce que j'avais pas de signe de sa part, ou je croyais que... je croyais en avoir, mais je me disais, non, peut-être j'interprète mal, etc. Et effectivement, il m'a dit que cet élan n'était pas partagé, et ok, en fait. Moi, on est toujours très amis et je l'aime beaucoup et il n'y a pas d'ambiguïté ni rien. Donc ça, c'est top parce que comme c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'ami, je voulais pas que ça flingue un truc. Et c'est pas le cas. Donc ça, je suis très contente de moi sur ce coup-là. Et voilà, mais en fait, ça a été le truc le plus dur en fait. Pour moi, ça n'a pas été d'être malade, ça n'a pas été le traitement parce que tout ça s'est bien passé. Ça a été effectivement de me dire putain mais en fait là en l'état mais je suis mais pas aimable du tout, personne ne peut m'aimer, ce n'est pas possible. Y compris toi? Ah bah oui, évidemment. Parce que moi je me suis rendu compte à quel point, parce que j'avais une espèce de dégoût et j'étais triste pour moi-même. Parce que moi j'avais de la peine pour mon corps. Tu vois, c'est ça, je remarque que je m'aime pas, mais je m'aime suffisamment pour remarquer que je m'aime pas et pour me témoigner, pour avoir de la compassion envers moi-même, parce que la compersion, c'était pas trop le sujet là. Non, c'est un peu différent. Et voilà. Donc effectivement, ouais, ça m'a coupé cet élan, je me suis sentie... complètement indigne d'amour, mais en fait quand tu te sens indigne d'amour dans un moment comme ça révèle juste que tu te sentais indigne d'amour avant. Amplifié. Et que c'était juste masqué par tes cheveux, mais qu'en fait c'était déjà là. Le masque des cheveux. C'est ça, et en fait pour moi le masque des cheveux est complètement tombé et a révélé le désamour qu'il y avait en dessous en fait. Et ça, le réaliser ça a été... Bah ouais, je pensais pas que j'en étais là en fait. C'est difficile? Oui. Douloureux? Bah ouais. Ouais, parce que tu t'aimes pas et tu te dis en fait personne m'aimera et puis en fait j'ai rien, je suis rien, enfin tu vois, c'est dur ouais. Je suis rien. Je suis rien. Je suis rien, ouais. Et en plus tu vois, tu me disais voilà, il t'arrive un truc costaud, t'as tous tes proches qui te témoignent du soutien, enfin en tout cas ça a été ton cas, ça a été mon cas. Et en fait, moi quand j'ai reçu cette vague d'amour aussi et cette vague de soutien, je m'en suis sentie indigne. Ah oui. Tu l'as pas prise? Non. Non, je me suis dit, mais attends, il m'aime en fait. Ouais. Enfin, je me suis dit, ah ouais, mais c'est pour moi ça, mais c'est bizarre. Mais comment ça, enfin, tu vois, c'était pas... Je le mérite pas. Complètement. Il y avait je le mérite pas. C'est là, quand tu t'entends te dire ça, tu dis,
Galou, on a un souci là. Houston, il y a un problème. Ouais. Donc merci le révélateur, mais ça m'a fait très bizarre et effectivement me reposer sur ce soutien des gens et me dire bon bah ok, là je n'ai rien à donner, je n'ai rien à apporter à qui que ce soit, je dois juste recevoir. Tu vois, c'est juste ok, je dois juste recevoir. Et moi, ça a été très compliqué pour moi accepter de recevoir. Accepter de recevoir. Ouais. Parce que justement, bah, tu t'en sens indigne, donc... Tu n'oses pas, tu prends pas. Ouais. Mais ça s'est fait quand même. Mais il y a eu des grosses résistances à recevoir. Oui. Peut-être parce que on a plus l'habitude de donner. Et qu'à un moment, on se rend pas compte que l'autre a aussi besoin de donner. Ouais. Hein? Et en plus, on donne, mais il y a aussi souvent, enfin je sais pas en quelle proportion, mais il est très fréquent qu'on donne en proportion de ce qu'on a besoin de recevoir, et au final, c'est pas un don qui est si don que ça. C'est pas gratuit. Il va y avoir une espèce de transaction derrière. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup des trucs de commerce. Ah, c'est un commerce. C'est un commerce. Je te donne et... Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et sur ta façon d'être dans les relations selon ce que toi t'as pu traverser sur le plan amoureux pendant cette période-là? Là, tu es encore en rééducation. Qu'est-ce que ça peut induire dans ta façon éventuellement de commencer une autre relation aujourd'hui? Ça fait quelle mise à jour? Ouais. Ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que quand tu sais que tu as pu mourir ou que tu aurais pu mourir, il y a des filtres qui tombent. Tu as envie d'être toi et affirmer qui t'es et de la façon dont t'es, et quand ça te plaît pas, ça te plaît pas, quand ça te plaît, ça te plaît. Et tu dis les choses différemment, donc il y a un autre toi qui est là. Et tu demandes à l'autre d'être pareil. Ah ouais? Ouais, enfin moi c'est ça, j'ai besoin que l'autre puisse dire ça va pas, ça me plaît pas. Oui, aujourd'hui tu demandes à la personne avec qui tu seras dans ta prochaine relation d'avoir cette honnêteté-là. Cette honnêteté, cette authenticité, d'être capable, parce que je pense que ça demande un peu de... C'est pas si facile que ça, hein, dans les relations, de dire vraiment ce qui plaît pas et d'affirmer les choses. De peur de déplaire, perdre. Et donc, c'est cette peur qui est partie. Ouais. On est plus au cœur du truc, au cœur de ce qu'on est. Et avec plein de qualités et plein de défauts. Mais, ouais, c'est ça. Tu prends pas, t'acceptes pas, ok. Mais je suis comme ça. Avant ça, est-ce que tu étais déjà à l'aise avec le fait de plaire ou pas est-ce que ça t'a rendu plus à l'aise avec ça, ou pour toi c'est un peu Alors, pareil? C'est comme toi c'était les cheveux, et moi c'est les capacités physiques, le bras, l'épaule. Ouais. Donc tu vois, il y a des choses qui sont... Bricomane. Hein? Bricomane. Ouais. Robocop. Il y a plusieurs choses. Moi c'est Jasmine et Pocahontas. Moi c'est Robocop. Ou derrière c'est Frankenstein, vu le nombre de cicatrices. Donc il y a plein de choses. Il y a le rapport au corps qui est est-ce que s'aimer. Ouais. Est-ce que quand tu as été opéré, quand tu as des cicatrices, quand tu as des dysfonctionnements, quand tu as des difficultés physiques, est-ce que tu es capable de t'aimer comme ça? Et tu as toujours ce truc, non, je m'aimerais que si ça revient comme avant. Bon, là tu repères un truc. Donc, accepter de s'aimer comme t'es, ouais, c'est un vrai boulot. Et moi c'est un truc que j'ai pas trop réussi à faire en fait. Et parce que j'ai perdu mes cheveux, mais je savais qu'ils allaient repousser. Donc en fait, c'est là aussi où je me suis blindée. Je me suis dit bon, ok, bah voilà, je me blinde pendant 2 ans, et puis je retrouverai. Mais évidemment que tu retrouves pas. Tu crées quelque chose de nouveau, et puis tu retrouves une longueur de cheveux, mais c'est une autre personnalité qui s'est construite entre temps. Par contre, voilà, moi je me suis entendue me dire bon bah je vais attendre
et être déçue de me dire ça, de me dire quand même Galou, tu pourrais faire ton job, t'as une super occasion là d'apprendre à t'aimer en l'état comme ça, mais j'arrivais pas. Non. Parce que et j'aurais fait ce travail si par exemple j'étais devenue chauve pour toute la vie, je me serais dit bon bah là voilà, c'est comme je sais pas, tu perds une jambe, enfin un truc, bon bah voilà, c'est comme ça, maintenant c'est comme ça, t'as plus le choix. Mais là le fait de savoir que ça allait repousser, ouais, tu te dis j'ai le temps. C'était non, en fait c'était pas forcément j'ai le temps, c'est dire bah j'ai pas besoin de toute façon. J'ai pas besoin de m'aimer avec pas de cheveux puisque je vais en avoir. Ouais. Mais et pour moi c'est en ça que je vais pas dire que je me déçois parce que j'avais pas d'attente là-dessus, mais je me rends compte que effectivement c'est un travail que j'ai pas nécessairement fait et que juste là c'est très récent hein, parce que tu vois là on tourne, on est le dernier jour d'août. Et ce rapport à la séduction, à ma sensualité, dans quoi je la trouve, c'est-à-dire dans quelque chose de plus profond. J'ai eu une espèce d'insight, genre il y a 2 semaines de ça. C'est Amandine qui m'a dit, mais en fait, ce que toi tu trouves séduisant chez les autres, pour le coup, c'est aussi des choses qui sont séduisantes chez toi. Et moi, ce que je vais trouver séduisant chez quelqu'un, au-delà des aspects physiques, etc., ça va être justement l'honnêteté, la responsabilité, la loyauté, tous ces trucs-là, l'ambition. Enfin, c'est des trucs que j'aime déjà chez moi, en fait. Et je peux me dire, ok, en fait, ça peut être un atout séduction en tant que tel. Oui. Mais voilà, ça, je l'ai compris il y a 2 semaines. Et en fait, quand elle m'a dit ça, elle m'a recadré mais en 5 minutes. Et je me suis dit, attends, mais moi j'avais un gros problème à la base quand même. Et là, genre, en une phrase, c'est réglé. Et j'ai mis quelques jours à me dire, ah oui, bah oui, genre, tout ça pour ça. Ça fait 2 ans que je m'emmerde là, à me dire, ah là là, dis donc, faut que je fasse ce travail. Et en fait... Est-ce qu'on conditionnerait pas l'amour au lieu de le rendre inconditionnel? Est-ce que finalement, oui, si. Tu conditionnes pas en disant je m'aimerais quand j'aurai mes cheveux d'avant, complètement. Je m'aimerais quand mon bras fonctionnera comme j'ai envie, et finalement on perd du temps. Et c'est comme si on disait à une partie de nous, à notre corps, je t'aime pas tant que tu marches pas comme je veux. Ouais. Tu fais ça avec. Ah, c'est dégueulasse. Avec la personne en face. Je t'aime pas tant que t'es comme ça. C'est dégueulasse. Ou que la personne te le fasse, ça fait mal. Mais oui, non, mais c'est même inhumain en fait. C'est même inhumain. Et c'est cette recherche. Enfin, on cherche à être aimé inconditionnellement. Et bizarrement, on ne s'aime pas inconditionnellement. Et on est aussi aimé conditionnellement. Enfin, tu vois, l'amour inconditionnel, il n'est pas quand même accessible à tant de gens que ça. Est-ce que c'est pas une synchro? Est-ce qu'à un moment, si tu aimes l'autre inconditionnellement, tu lui laisses pas l'opportunité de t'aimer inconditionnellement, mais ça veut dire que tu fais la démarche. Ça demande que toi, tu t'aimes inconditionnellement de base. Tu t'aimes inconditionnellement. Ouais, des fois, d'aimer inconditionnellement l'autre fait qu'il te renvoie cette capacité à t'aimer inconditionnellement. De toute façon, tu ne peux pas t'aimer toi-même si tu n'as pas été aimé quand tu étais enfant. Donc c'est bien par l'autre que tu apprends à t'aimer aussi, quoi. Que tu apprends à t'aimer. Et est-ce que c'est par l'autre que tu apprends à t'aimer de manière inconditionnelle et que peut-être le besoin c'est d'aimer les autres de manière inconditionnelle? Ça marche dans les 2 sens. Ça marche dans les 2 sens. Toi, tu disais à un moment une espèce de rigidité de j'ai pas de cheveux donc je peux pas être aimé. Et la vie, elle te dit hé cocotte. Non. Alors moi c'était je peux pas être aimée. Oui, je peux pas être aimée. Par un mec avec qui je vais avoir une relation. Ouais. Tu vois. Et effectivement, la relation ne s'est pas passée dans ce laps de temps. Mais j'y étais pas prête. De toute façon, j'y étais complètement fermée. Donc voilà. Par contre, effectivement, j'ai eu une relation au bout d'1 an et demi, sur les 2 ans, qui arrivait plus tôt du coup que mon cap des 2 ans là. Mais ça s'est pas bien passé du tout. Et pour le coup, je pense que cette relation, elle a fait partie de tout ce nettoyage que j'ai fait pendant 2 ans, parce qu'en fait, je l'ai arrêtée 2 jours avant les 2 ans. J'ai quitté la relation le 25 avril
Et mon diagnostic, la date d'anniversaire, c'était le 27. Et ouais. Donc, et en fait, moi j'attendais cette date d'anniversaire. J'avais oublié quel jour c'était précisément, mais en fait, quand j'ai regardé la date, je suis oh merde. Mais j'attendais avec impatience cette date pour me dire ah, c'est bon, je vais pouvoir enfin me rouvrir au monde, etc. Bah, je pensais pas que j'allais fêter pleine d'opportunités. Je pensais pas que j'allais fêter mes 2 ans en mode rupture. Mais en fait, voilà, c'est ce que m'a dit ma mère aussi. Enfin, oui, maintenant, ok, là, maintenant, tu vas t'ouvrir vraiment à quelque chose de bien. C'est le truc de merde qui est fini. Donc là, maintenant, ça va être le moment de se rouvrir. Et du coup, c'est en train d'arriver maintenant, parce que je sens que cet été, j'ai traversé... que depuis cette rupture, j'ai traversé tout un chemin très intéressant et de manière très ludique, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, évoluer dans aussi le fun, etc. Et je suis hyper contente du chemin qui a été parcouru. Et là, je me sens complètement différente dans ma manière d'aborder les relations. Mais parce que j'ai pu prendre un mois où, tu vois, comme on disait à table, en quittant cette relation, pour la première fois, je me suis choisie. Et donc, en fait, toutes les répercussions que ça a, subtiles mais qui sont là, qu'est-ce que j'allais dire ça me met dans une vibration complètement différente. Et donc, cette vibration, elle va forcément avoir des répercussions et un impact. Sur la façon dont tu vas rencontrer une personne sera différente. C'est ça, ouais. Donc au final, voilà, ça a été un chemin long, effectivement. Ça a pris 2 ans et demi, exactement comme j'avais prévu. Chemin qui n'a pas du tout eu la tronche que je lui aurais imaginé. Ouais. Mais au final, qui a tout son sens et sa justesse et qui est juste parfait. Mais encore une fois, parce que même si cette relation elle a été désastreuse pour moi, j'en ai tiré des apprentissages hyper précieux parce que c'est une des forces que j'ai. Et que aujourd'hui je suis en train de récolter les fruits. Mais ça demandait quand même un peu de traitement. Ça demande un peu de temps. Et il y a aussi un truc qui est arrivé important, c'est que pendant ces 2 ans, il y a des gens qui ont repris contact avec moi. Je pense qu'ils ont tous flippé que je meure. Ils se sont dit bon, si on veut lui parler, c'est maintenant. Mais bien qu'il y en a qui ne savaient pas. Mais du coup, j'ai pu revoir 2 ex à moi avec qui ça faisait des années que j'étais en unfinished business. Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas fini. Hein. En fait, effectivement, il devait y avoir une rencontre pour faire la paix, pour mettre des mots, pour machin. Et donc là, du coup, ça a pu se faire. Et donc, du coup, voilà, ça a été un soulagement indéniable, en fait. Et j'ai senti vraiment ce soulagement-là physiquement. Moi, je conseillerais à tout le monde aujourd'hui si c'était des personnes saines, parce qu'évidemment, si c'était des personnes toxiques, on oublie, mais de reprendre contact avec des ex, juste pour dire, ok, l'eau a coulé sous les ponts. J'ai besoin de te dire ça. Et ça. Ouais. Et du coup, je trouve que ça fait un vrai soulagement. Ça permet de clore quelque chose, en fait. Même si la personne... c'est la toxicité, on en parle, mais... même si la personne n'a pas l'occasion de le faire parce qu'elle est toxique, c'est peut-être bien de l'écrire. Oui. Et c'est bien de pouvoir le partager avec l'autre. Les relations qui ont marqué ma vie sont souvent des relations où il y en a 1 ou 2 qui sont importantes. Et elles sont importantes parce que justement avec la personne, on a pris le temps de se connaître. On a pris le temps de se séparer, tu vois. Et toi, j'ai de l'émotion parce que souvent on prend le temps de se connaître et la séparation, c'est... Alors, vraiment, ce qui est important, c'est prendre le temps de se séparer aussi. Ouais. À peu près au même rythme. Et de se dire ce qu'on a besoin de se dire pour qu'à un moment, c'est comme si tout s'est dit. Et donc, il y a quelque chose qui est complètement apaisé et nourri. Parce qu'on a fait un cycle complet dans ce contact avec cette relation-là. Mais voilà, j'ai arrêté cette relation aussi parce que je me sentais pas entendue
écoutée, donc je pouvais dire les choses. En fait, je me sentais jamais comprise. Et bon, alors après, voilà, c'est que je m'écoutais pas moi-même, etc. hein, mais tu vois, dans ce truc d'exprimer les choses, bah moi j'ai dû faire le deuil d'être comprise en fait. Parce qu'en face, bah en fait on se sépare parce qu'on se comprend pas. Et donc tu peux... Le fait de dire les choses et de les sentir entendues, en fait ça peut être deux choses différentes aussi quoi. Mais c'est pour ça que là, le travail que je fais là, c'est ok, si j'ai reproché à l'autre de ne pas m'entendre et de ne pas m'écouter, est-ce que moi j'incarne cette propre écoute envers moi-même? Et clairement la réponse était non. Puisque j'avais des ressentis, etc. et que je me posais la question, ok, où sont les limites, on va plus loin, et en fait j'écoutais pas ça. Donc moi cet apprentissage là maintenant que je fais, c'est non seulement écouter et agir en fonction des messages que tu as, parce que c'est pas tout d'écouter son corps, après il faut agir en concordance avec, avec ce qu'il te raconte. Le corps il peut des fois nous jouer des tours. Donc toi tu es encore en rééducation là. Comment ça se passe? Dans quelle disposition tu es dans tes rencontres et dans ton rapport aux femmes, dans ton rapport aux relations que tu vas commencer? C'est l'authenticité que je privilégie. Et le temps. Prendre le temps. Tout ce que j'expérimente à travers les gens que je peux recevoir et que j'accompagne, il y a souvent une notion de vitesse un peu trop présente. L'impatience? Ouais, qui nuit à la chose parce que on va aller trop vite. Ouais. Entre tu vas vite et tu vas vite dans le mur, ou tu prends ton temps et tu prends vraiment ton temps pour découvrir et construire. Souvent on fait plus 2-3 fois le mur qui nous prennent plus de temps que de construire quelque chose qui va durer. Donc au final on met le même temps. Au final on met même moins de temps à construire et à prendre le temps de découvrir l'autre. Et je crois que c'est vraiment la découverte de l'intime. Quand je parle d'intime, c'est dans la relation, c'est ce côté intime de l'échange. Est-ce qu'on ramène notre bon vieux lièvre et notre bonne vieille tortue? Pareil, clairement. Ouais, c'est le lièvre et la tortue. Ouais, c'est ça. Donc prendre ce temps-là, nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme il se trouve qu'on est au mois d'octobre au moment où on publie cette vidéo et que c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein, j'en profite pour t'encourager à faire les examens de prévention nécessaires, que tu crois que ça puisse te concerner ou pas. Moi j'aurais jamais cru avoir ça et je l'ai découvert totalement par surprise. Si t'as des proches en ce moment qui sont un petit peu dans la merde avec ce genre d'histoire, pense à leur partager cette vidéo au cas où ça pourrait leur donner plus de niaque pour remonter la pente. Prends bien soin de toi et vis.